Salut mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi la santé radio-télévision pour vous informer. Commençons cette session d'information par le choix de l'UDPS porté sur Madame Patricia Ntseya, députée nationale, en vue du remplacement de Jean-Marc Kabound à Kabound au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Sa candidature a été déposée par Augustin Kabouya, secrétaire général de ce parti présidentiel. Suivez. Le vendredi 12 juin prochain, l'Assemblée nationale va organiser l'élection pour le remplacement de Jean-Marc Kabound à Kabound au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Au nom des arrangements politiques, il y a lieu de noter que cette place appartient à l'UDPS. La déclaration que ce parti présidentiel avait publiée au lendemain de la destitution de Jean-Marc Kabound, il était dit qu'il ne présenterait aucun candidat pour succéder à son président intérimaire destitué. Cette prise de position, qui a fait suite à un débat houleux, devient à ce jour sans objet, d'autant plus que, au cours de sa réunion présidée par son autorité morale Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la haute direction de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS a choisi Patricia Ntseya, députée nationale élue de la circonscription électorale de Likasi, pour prendre la place de Jean-Marc Kabound à Kabound. Sa candidature a ainsi été déposée par Augustin Kabouya, secrétaire général de ces partis. Au regard du fait que nombreux sont ceux qui, au sein du parti, avaient exprimé leur ambition de prendre ces postes, il y a lieu de noter que l'intervention de Félix Tshisekedi était indispensable en vue d'apaiser les esprits. À ce même sujet, l'UNC, partenaire de l'UDPS au sein des CACH, s'est également réuni un peu plus tôt pour exprimer son soutien à la candidature de Patricia Ntseya. L'UNC ne présentera aucun candidat, ont indiqué les conclusions de la réunion de l'UNC à laquelle on prépare tous les cadres du parti ainsi que le député élu et le ministre de cette force politique chère à Vital Kamerhe. Marie-Josée Mengi Kandundu, proche collaboratrice de Amida Chatir Kamerhe, a été placée sous mandat d'arrêt provisoire. Elle était recherchée en vue de permettre au tribunal de chercher la vérité autour des déclarations de Mme Amida Chatir lors de la dernière audience d'instruction qui s'est tenue à la prison centrale de Makala. Elle se trouve au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui a pris cette décision en vue d'éclairer la justice sur le poursuite de Vital Kamerhe, Moui Majano et Jamal Samir sur le détournement de 57 millions de dollars américains, frais destinés à la construction de 150 logements sociaux pour le militaire. Reportage. Marie-Josée Mengi Kandundu se trouve entre les mains de la justice. Cette femme proche collaboratrice de Amida Chatir Kamerhe doit donner des précisions à la justice congolaise concernant les déclarations de l'épouse de Vital Kamerhe lors de la toute dernière audience consacrée à l'audition des témoins. Cette femme était désignée par Amida Chatir comme celle qui dépose de l'argent auprès des différentes institutions bancaires dans le compte d'Amida Chatir. Après plus de 6 heures d'instruction, les réponses de cette dernière ont obligé le parquet général, près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, à pouvoir la retenir dans le cadre du mandat d'arrêt provisoire en attendant la poursuite de ces procès dans le cadre de l'étape de plaidoirie jeudi 11 juin prochain. Notons que la façon dont différents témoins se sont exprimés, nombreux sont ces analystes qui pensent que les chances de Vital Kamerhe de pouvoir être innocenté sont d'ores et déjà réduites car le conseiller principal du chef de l'État en matière économique et financière a cloué Kamerhe en déclarant que le fonds sorti du trésor public ne s'élève pas seulement à 57 millions mais à plus de 66 millions. Et de son côté, le directeur général ad interim de la DGCMP a affirmé que le contrat dont on parle dans le cadre duquel tous ces fonds ont été décaissés reste illégal jusqu'à ce jour. Il n'existe aucun contrat, encore moins un avenant, que son institution a autorisé. Qu'est-ce qui va advenir dans la suite? La question demeure posée. Parlons à présent, mesdames et messieurs, de route de la ville portuaire de Matadi qui semble présentement insuffisante pour contenir tous les véhicules qui s'achètent jour après jour dans la ville portuaire de Matadi. Toutes les routes qui n'ont que des bandes sont sujets à des embouteillages monstres, tout
ces derniers temps. Suivez. À Matadi, ces derniers temps, il n'est plus aisé de circuler dans les rues de Matadi comme dans le temps. Il y a quelques années, pour les Matadiens, les embouteillages étaient les propres de la ville-province de Kinshasa. Pour se rendre n'importe où à Matadi, la circulation était fluide. Il n'y avait pas lieu de perdre beaucoup de minutes dans les embouteillages, dans un sens ou dans un autre. Tel n'est pas le cas à ce jour. Dans plusieurs endroits à Matadi, les embouteillages sont presque permanents. C'est le cas de la route Kinkanda, de Bouima, de Mvoadou, de Nzanza et pourquoi pas de 24-15. Cette situation est visiblement due au fait que le nombre de véhicules sans cesse croissant dans la ville ne se fait pas accompagner par l'agrandissement de routes. La plupart des artères que compte la ville portière datent de l'époque coloniale. Ces routes n'ont été construites qu'en 2 bandes. Matadi ne dispose d'aucune route à plus de 2 bandes. Il n'y a que le sens aller et le sens retour, ce qui semble insuffisant à ce jour au regard de l'afflux de véhicules que plusieurs personnes achètent jour après jour. Face à cette situation, la ville de Matadi semble être en train d'exprimer un besoin incontournable, celui de construction d'autres routes. Car si rien n'est fait dans ce sens, dans quelques années, la circulation à Matadi risque de ressembler à un enfer. Les tableaux politiques actuels donnent-elles lieu à une telle espérance, voire des chantiers de construction de routes être ouverts ici et là? Nombreux sont ceux qui sont sceptiques et pessimistes, car le Congo central se trouve dans une phase politico-administrative inquiétante. Parlons à présent, mesdames et messieurs, des échantillons de la COVID-19 qui seront désormais testés sur place ici à Matadi au laboratoire provincial. Ils ne seront plus, comme avant, envoyés à l'Institut national de recherche biomédicale INRB, en sigle, une avancée applaudie de demain par la population qui voudrait, pendant le dépistage, avoir les résultats au plus vite. Suivez. Pour connaître le résultat de personnes testées en vue de la COVID-19, tout le regard était tourné vers l'UNRB, la seule institution capable de faire de telles analyses. Depuis le 10 mars, date à laquelle cette pandémie était déclarée en République démocratique du Congo, l'UNRB est restée incontournable. Une situation qui n'a pas favorisé la République démocratique du Congo, un pays aux dimensions continentales, à pouvoir opposer une lutte efficace contre cette maladie. C'est dans ce cadre que le projet de décentralisation de ces laboratoires a été lancé. Un projet déjà en cours de mise en œuvre à ce jour, car les laboratoires provincial du Congo central devient capable de procéder aux analyses des échantillons pour déterminer oui ou non tel ou tel autre est atteint de la COVID-19. Un pas assez important, surtout pour une province qui occupe la 2e place après la ville-province de Kinshasa. Les échantillons n'iront plus à Kinshasa, seront analysés à partir de Matadi et donner des résultats aux personnes concernées à travers les structures indiquées. Parlons une fois de plus, mesdames et messieurs, de cette maison abandonnée dans la commune de Kalamou. Nous sommes dans la ville de Boma. Jusque-là, aucune solution n'est trouvée malgré de nombreuses réclamations de la population habitant sur place. Suivez. C'est un comportement découragé dont le chef de nombreux Bomatraciens, celui d'abandonner des maisons. Les unes sont construites mais inachevées et les autres, autrefois habitées, après délaissées. Celle que vous voyez noir sur blanc sur ces images est l'exemple le plus concret. Située sur l'avenue Ngombe au quartier Tadi à Kalamou, cette maison est quasiment achevée sauf quelques petits travaux de finissage, entre autres portes et fenêtres. À cet état, elle reste inhabitée, raison pour laquelle la population environnante a transformé cet endroit en un véritable dépotoir. Dedans, ce sont des déchets de tout genre qu'on y observe, dégageant ainsi des odeurs suffocantes qui indisposent les personnes. Le malfrat, de leur côté, ne tarde pas d'en faire un asile afin de bien accomplir leurs sales besognes. Une habitante trouvée sur place témoigne. Banda basomba kindako oyo datozomona te mukonzi endako oyo aza wapi sikoda butu makasi soki tobimi ozomona bamimbali bazobima basolo ya diamba tozobaka mpona ndako oyo toyebi te kolo ndako aza wapi kolo ndako aza wapi penza biso na bana moye pasi bambana biso bayaka butu
mpona ndako oyo mpenza tozokoka te. Etala kubudisa ngunga la injo yai alaba pangi ibelo ede bagigebelo nge mutukufa injo ede bete na injo yai. Da injo amekuma référence à matuvi la kate injo yai. Da mutueka tika le nord na sud mi yibye da kate injo yai. Bule tata veni kala tata leta kala tata nani baka solution injo yai kutala tata injo yai amekuma kana bakuluna nani yibi kakala injo yai. Les propriétaires doivent se sentir mal à l'aise après cet appel lancé à son endroit et prendre des précautions afin de mettre en valeur sa maison. Fin de cette page locale, mesdames et messieurs, place à présent aux informations loin des frontières de la République démocratique du Congo. Comme d'habitude, c'est l'essentiel qui nous intéresse, c'est ce que nous vous proposons dans ces condensés grâce à la réalisation de Solvin Bako. Suivez. Ils seront célébrés dans quelques heures maintenant à Pearland, dans la banlieue de Houston, là où repose déjà sa maman. Cette cérémonie sera réservée cette fois aux proches. La dépouille a d'ailleurs quitté tôt ce matin l'église de The Fountain of Praise. C'est là-bas qu'était rendu ces dernières heures l'hommage des anonymes. Ils étaient hier près de 10 000 à braver l'attente et la chaleur pour un dernier adieu. Notre équipe était sur place. Reportage de Fanny Alaré, Ketevan Gorgestani. Des adieux en musique pour celui dont le nom résonne partout dans le pays, George Floyd. À Houston, au Texas, des milliers de personnes sont venues lui rendre un dernier hommage avec l'espoir que sa mort porte la cause des Afro-Américains aux États-Unis. The way we're going to stop police brutality and the way we're going to stop racism in America is if we lead by example by coming out like this and coming together. Doesn't matter where you are or who you come from, we have to come together. S'unir pour en finir avec les discriminations raciales, c'est aussi ce que sont venus défendre des Américains blancs des lieux aisés de Houston. It's time basically that white people stop being quiet in America and start taking a stand to the institutional and the systemic racism. All that it has to say is, hey, like, that's not cool. Loin des hommages, nous rencontrons Benjamin Crump, l'avocat de George Floyd, qui nous reçoit entre deux portes. Pour lui, George Floyd doit être le mort de trop, celui qui empêchera tous les autres et poussera les Américains aux urnes en novembre. Our hope is not just for justice for George Floyd family, which we expect and believe we're going to get. Those officers are going to be held accountable, but more importantly, justice for the unknown George Floyds of the world, the black people who are killed in America by the police that nobody's talking about. It is our sincere hope that people will use this as a motivating factor to come out and vote, because it is something that's very emotional and very relevant to their basic existence on this earth. Au-delà de l'émotion suscitée par la mort de George Floyd à travers le monde entier, sa mort revêt surtout un aspect politique. George Floyd est désormais le visage des discriminations raciales qui perdurent aux États-Unis, un sujet qui promet d'être au cœur de la campagne présidentielle. Nous sommes sur l'un des points de passage entre la France et l'Allemagne. Cet accès est resté fermé entre la mi-mars et la mi-mai, au moment où l'Est de la France est devenu l'un des principaux foyers épidémiques du pays. Aujourd'hui, seuls les travailleurs frontaliers peuvent le franchir, ainsi que les personnes pouvant justifier d'un motif familial impérieux. Il est toujours interdit de faire son shopping, une situation mal vécue côté français et qui a suscité quelques tensions. C'est pas normal. On travaille, on est frontalier, on travaille pour les Allemands et tout ça, et on n'a pas le droit de faire des courses là-bas. Je trouve que c'est, voilà, ça peut, c'est comme la discrimination. Ils peuvent venir ici, ils viennent nous acheter l'eau parce qu'ils n'ont pas de consigne, ils n'ont rien à payer, et nous on n'a pas le droit d'aller de l'autre côté. Voilà. Quand j'ai entendu tout ce qui se passait autour de moi, des gens qui se font cracher dessus, il y a eu encore dernièrement une personne qui n'avait pas à être là, c'est certain, mais qui a été brutalisée à 100 mètres d'ici par un policier. Côté allemand, on condamne ces quelques dérapages que l'on qualifie d'actes isolés. Quant aux élus français, ils assurent l'amitié franco-allemande et sauvent la preuve. Des patients du Covid ont été transférés et soignés en Allemagne, comme dans cet hôpital, à une vingtaine de kilomètres de la frontière. There is no border existing if on this level at least, you know, and we know each other and we can trust each other. They found us, if we can help them, and we said okay. Cette frontière est censée rouvrir le 15 juin prochain. Ici, des deux côtés, tout le monde espère pouvoir circuler à nouveau librement.
Ainsi, ce journal a pris fin. Merci, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et merci à la grande équipe rédactionnelle de Sarah TV qui l'a réalisé. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programmes chez nous. Au revoir.